Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. J'espère que vous allez bien. On s'intéresse ce matin à la question du bien-être animal. Nous sommes de plus en plus nombreux à être sensibles à cette cause. Quels sont les progrès en la matière dans notre région? Comment aller plus loin? Nos invités répondront à nos questions. Mais d'abord, direction Torigny-Fouillard. On va prendre un bon bol d'air. Salut Evan, tu t'improvises ce matin apprenti maraîcher, c'est ça? Salut Anne Fantet, voilà, attends, tu me mets la pression parce qu'apprenti maraîcher, il y a quand même du pain sur la planche. Moi aujourd'hui, je vous parle de circuits courts, voire même de circuits hyper courts. Nous sommes à la cueillette de la Réauté à Torigny-Fouillard et on ne peut pas vraiment faire plus court que circuit court quand on cueille directement sa pomme de terre. Alors on ne la cueille pas, mais bon bref, on récupère sa pomme de terre dans le sol. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Evan. Tu es le maître des lieux ici, tu es maraîcher et j'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi est-ce que tu as décidé d'ouvrir ton exploitation en mode cueillette. Eh bien, c'était il y a une dizaine d'années où j'ai souhaité reprendre une exploitation maraîchère et je souhaitais vraiment répondre à des attentes de gens qui habitent dans la région pour cueillir eux-mêmes leurs fruits et légumes et avoir un circuit qui soit le plus court puisqu'on sort le légume de la terre ou on prend la tomate sur le pied de tomate. Donc, alors la cueillette, c'est encore autorisé, on peut venir pendant le confinement puisque c'est considéré comme de la première nécessité de se nourrir. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce qu'on trouve en ce moment? Tu nous as préparé un assortiment. Alors on rentre un peu dans nos habits d'hiver puisqu'on est en train d'installer les cultures pour l'année prochaine, mais on a encore effectivement pour les amoureux de la cueillette et qui connaissent bien la circulation sur notre exploitation, eh bien on peut trouver salade, poireaux, des choux évidemment, choux verts, choux-fleurs, des tomates effectivement, des tomates vertes avec lesquelles on pourra faire confiture. La cata, oui. Évidemment aussi plein de pommes. J'en ai sélectionné quelques-unes ici, mais plein de pommes qu'on a cueillies et qu'on retrouvera dans notre magasin. Alors tout à l'heure justement, on ira faire un petit cours parce qu'il y a une quantité impressionnante de variétés de pommes ici. Tu vas nous donner un petit peu lesquelles sont les meilleures pour tel et tel usage. Et puis on va parler aussi de la cueillette des kiwis parce que c'est la pleine saison des kiwis. Et oui, c'est le dernier temps fort pour notre cueillette puisque pour la première fois cette année, on pourra cueillir soi-même ces kiwis. Et on ira voir ça tout à l'heure. Exactement, c'est bien, tu fais du teasing. Et alors, on a également des courges. Est-ce que tu peux nous présenter ces différentes courges? Au début, j'ai cru que c'était une coloquinte, mais ça se mange. Alors, ça n'est pas une coloquinte, c'est un patidou. Et c'est quelque chose qu'on va utiliser pour accompagner les plats ou qu'on pourra farcir. On découpe simplement le chapeau, on enlève effectivement les pépins à l'intérieur et on pourra la garnir d'une farce ou la manger telle que. C'est excellent. Même chose pour cette petite courge qui est un Jack B. Little, une minime courge musquée et qui, dans le même esprit que le patidou, on pourra aussi faire quelque chose de très chouette. Pourquoi pas mettre une farce avec un œuf. Ah oui, ma tante Pascale à Noël, un jour, elle a fait ça. Et donc voilà. C'est très sympa. Et puis ça, qui est beaucoup plus classique, beaucoup plus connu, puisque c'est le potimarron avec lequel on peut faire plein de choses, notamment des potages. Donc, et alors, ici, il faut le dire, la majorité des fruits et légumes que tu proposes sont vraiment sans traitement et tu te sers notamment de la lutte biologique. Sous-entendu, ce sont les insectes qui font le travail à la place des produits chimiques. Exactement. Alors chacun connaît évidemment la petite coccinelle qui permet de lutter contre les pucerons, mais on a une armée d'insectes que je ne connaissais pas précédemment et qui vont nous aider à lutter spécifiquement contre des araignées, contre des pucerons des pucerons verts, des pucerons noirs. Et donc, pour chaque type de prédateur, donc de petites choses dont on n'a pas envie, on va trouver un insecte qui nous permettra de lutter biologiquement. C'est super. Et alors justement, pendant l'hiver, ils passent leur hiver dans l'hôtel à insectes derrière nous. Ah, symboliquement, effectivement. Mais ça veut dire qu'il faut aussi, pour héberger ces insectes, ce qu'on appelle des auxiliaires, c'est-à-dire ceux qui vont nous aider à lutter contre les prédateurs, il faut aussi leur aménager des petits espaces où ils pourront passer l'hiver et se remettre au travail l'année suivante. Donc voilà symboliquement l'hôtel à insectes qui est derrière nous. Ça marche. Et bah, comme tu le disais si bien tout à l'heure, maintenant on va aller se diriger vers les rangs de kiwitiers. Vous verrez que c'est pas comme ça qu'on appelle un arbre à kiwi. Tout ça, on vous donnera tous les détails tout à l'heure. T'as vu, Anne Fantet, je le fais bien, l'apprenti maraîcher. On y croirait presque. Hein. Un kiwitier quand même, hein. C'est un peu bof. Hein. À tout à l'heure, Evan. Et vous le savez, chaque jour, on s'invite quelques minutes chez un télétravailleur de notre région. Aujourd'hui, c'est Sébastien No qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Alors, ça fait bientôt 2 semaines de télétravail. Est-ce que le moral, il est toujours au beau fixe ? Oui, parce que
je travaille en recrutement, donc je fais beaucoup de visio. Forcément, il y a beaucoup de monde à la maison, échanger ou se poser des questions sur leur carrière professionnelle, donc forcément, je ne m'ennuie pas. Alors, vous êtes en train de boire un café, hein, je crois bien. Comment vous avez aménagé votre espace de travail? À quoi ça ressemble votre bureau confiné? Alors, mon bureau confiné, c'est tout simplement dans ma chambre. Ouais. C'est-à-dire que je me suis aménagé, je ne veux pas trop bouger, je me suis aménagé un bureau dans la chambre. J'ai ma femme qui travaille dans la chambre d'amis qui s'est fait un autre bureau. Et comme on a 3 garçons, les 3 garçons, eux, sont à l'école. Donc on arrive à gérer pour l'instant comme ça. Par contre, ça manque un peu de décoration, hein. C'est tristoun, hein, votre décor. Alors, sur les visios, on a des fonds virtuels. Je vous ai pas mis ce fond virtuel, mais on peut mettre la plage, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. On n'a plus besoin forcément de tout ce qui se passe dans la cuisine. Ah, on ne vous entend pas très bien. Mais vous avez l'habitude de travailler à distance. Des conseils pour ceux qui s'y mettent à cause du confinement? Oui, alors on était déjà 100% digital, donc c'est vrai que ce qui nous manque, c'est le lien social, comme beaucoup de personnes. Ensuite, ça nous oblige, ça accélère la fameuse digitalisation, le mot qui permettent, ne serait-ce que pour ceux qui cherchent un emploi, d'aller sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple, pour ne pas le citer, qui vont permettre de converser, d'échanger et d'aller voir des webinars. C'est aussi le terme à la mode, qui vous font gratuitement aujourd'hui, qui sont à disposition. Merci Sébastien, la liaison était un petit peu chaotique, mais merci d'avoir été avec nous. On en revient à notre dossier du jour consacré au bien-être animal. L'idée fait son chemin dans l'opinion des Français. Quelles sont les avancées notables ces dernières années? Voici quelques éléments en chiffres et en images. Ces poussins broyés, c'est ignoble. Et la chasse à la glu? Plus de 2/3 des Français se montrent favorables à l'amélioration du bien-être des animaux. 77% sont par exemple favorables à l'interdiction de l'élevage des animaux pour leur fourrure, 72% pour l'arrêt de la vente des animaux de compagnie, seuls 18% défendent la chasse à courre. Mais malgré une opinion en attente de mesures concrètes, la France est considérée comme la lanterne rouge en matière de défense du bien-être animal. Bien que réclamés par les associations de protection animale, nous n'avons pas de ministère ou de secrétariat d'État dédié à cette cause. C'est le plus souvent à l'échelon européen que les progrès se font. Mais à force de vidéos chocs tournées par des militants très actifs, montrant la maltraitance dans certains abattoirs, et conscient de l'état de l'opinion, le gouvernement a prévu dans son plan de relance une enveloppe de 250 millions d'euros destinée à moderniser les abattoirs et à aider les éleveurs à sortir de l'élevage intensif. Autre bonne nouvelle, les animaux sauvages dans les cirques itinérants vont progressivement être interdits, de même que la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums inadaptés, ou encore les élevages de visons pour leur fourrure. Par ailleurs, la fin de la castration à vif des porcelets et du broyage des poussins est prévue d'ici fin 2021. Bien-être animal, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et nos invités ce matin, Yolène Delabigne, vous avez fondé l'Université de l'Animal ainsi que la Journée mondiale des intelligences animales. Romain Espinoza, vous êtes chercheur en économie au CNRS. Et Sébastien Arsac, cofondateur de l'association L214, vous dirigez les enquêtes. Bonjour à tous les trois. Alors ces dernières années, des centaines de vidéos chocs dans les abattoirs et les élevages ont marqué les esprits. Des vidéos essentiellement tournées par votre association Sébastien Arsac. C'est par la stratégie du choc qu'on arrive aujourd'hui à sensibiliser le grand public sur le bien-être animal. C'est surtout de montrer la réalité de ce qui se passe pour les animaux aujourd'hui dans les élevages, le transport ou l'abattage. On parle beaucoup de transparence souvent. La transparence pour les filières ou les éleveurs, l'agroalimentaire généralement, c'est d'indiquer le nom ou de mettre des logos un peu partout sur les étiquettes. Et ce qu'on essaye de faire là, c'est de montrer à quoi ressemble la vie d'une truie dans un élevage porcin, à quoi ressemble la vie d'un poulet ou d'une poule pondeuse qui va pondre des œufs pendant 1 an dans une cage sur un sol grillagé. Et donc ces enquêtes-là, et montrer l'abattage aussi des animaux, puisque pour avoir des animaux dans les supermarchés, dans les boucheries, etc., il faut qu'ils passent par cette case de l'abattage. Et aujourd'hui, en essayant de montrer ces images et comment vivent les animaux,
on veut essayer d'installer un débat, en fait, de ne pas détourner les yeux, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne doit pas maltraiter les animaux et les tuer sans nécessité. Et à la fois, on a une habitude gastronomique, d'habitude de consommation. On va y revenir. On mange énormément de produits animaux. Tout à l'heure. Et donc voilà, tout ça, c'est d'essayer de montrer que la viande, les œufs, le lait, c'est pas un produit banal, ce sont des produits animaux. Beaucoup d'internautes s'interrogent sur comment vous ciblez ces élevages-là, comment vous arrivez à trouver... On ne les cible pas vraiment, en fait. Ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer les élevages qui sont représentatifs, aujourd'hui, des pratiques agricoles les plus répandues. Par exemple, quand on montre des élevages d'un élevage de cochons, et on montre des truies qui sont en stall ou des cochons qui sont dans des bâtiments fermés sans avoir accès à l'extérieur, ce sont 95% des élevages aujourd'hui en France qui sont, où les animaux sont enfermés dans ces bâtiments-là. Et on a la Bretagne, et là c'est une région très sinistrée, puisqu'elle fait à peu près la moitié de toutes les espèces confondues au niveau des animaux d'élevage. Et la France, c'est 8 animaux sur 10 sont dans des élevages intensifs, sans jamais avoir accès à l'extérieur. Donc on montre des images de ces élevages-là. Yann Delabigne, vous êtes d'accord, ces images marquent un tournant, ces vidéos chocs d'L214 dans la lutte pour le bien-être animal? Elles sont capitales parce qu'avant, il ne faut pas oublier que les abattoirs étaient dans les villes et que les animaux étaient élevés partout. Donc on avait l'habitude, les gens vivaient avec la mort d'ailleurs, il y avait des bruits épouvantables, etc. Et l'industrie de la viande, évidemment, voyant que ce n'était pas très politiquement correct, a progressivement éloigné tous ces endroits moches et sanglants des villes et s'est fermé. Et moi je pense que s'il y avait des opérations portes ouvertes dans les stabulations, les 3/4 de la population deviendraient végétariens. Les gens ne savent pas ce qui s'y passe. Et il faut absolument, on est dans une société démocratique, on parle en effet tout le temps de transparence, il n'est pas normal que les gens ne sachent pas ce qu'ils mangent. Mais c'est la même chose pour les élevages de poissons. Alors en tout cas, l'opinion s'intéresse davantage à ces questions, c'est un fait. Romain Spinoza, vous nous engagez fortement à prendre des résolutions dans nos assiettes. Ça commence par quoi ? Alors ça commence avant tout dans l'assiette, à augmenter la part de légumes et de légumineuses. Les légumineuses qui sont dans la tradition gastronomique française, qu'on a un peu oublié ces 50 dernières années, mais qui étaient toujours là. Donc leur faire plus de place aujourd'hui et réduire la consommation de viande dans ces assiettes. Principalement de viande rouge pour des questions environnementales, mais aussi les volailles qui, comme on l'a dit, sont très souvent dans les élevages intensifs en France. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 1 milliard d'animaux qui sont tués par an en France. Alors Yann Delabigne, vous, ça fait plus de 30 ans que vous êtes végétarienne. Il y a 30 ans, comment on vous voyait en tant que... Je me suis cachée au début parce que je me faisais tellement engueuler par tout le monde qu'au début, je me suis cachée. Puis un jour, j'étais chez des amis et il y avait un sanglier. Et là, tout le monde a applaudi. Et je me souviens encore, je mangeais, ne vomis pas, surtout fait. Et en sortant, je me suis dit, mais finalement, pourquoi je me maltraite, en fait? Il n'y a pas de raison. Donc, du coup, là, après, c'était très discret. Il y avait un jeu avec mon mari. Je poussais dans un coin et puis il prenait la viande discrètement. Mais c'était mal vu ou pas, clairement? Un peu grâce à L214, j'ai commencé à pouvoir le dire. C'était extrêmement mal vu. Je me faisais engueuler. J'ai des souvenirs. J'avais un patron, un jour, il m'invite à déjeuner. Il me dit, je vais prendre de la viande en entrée et au plat. Et si je pouvais en prendre au dessert, rien que pour te pourrir la vie, je le ferais. C'était très agressif. Maintenant, ça a beaucoup changé. Maintenant, vous êtes presque... pas admiré, mais en tout cas, les gens... C'est respecté, en tout cas. Très respecté, vraiment. Alors qu'à l'époque, c'était pas ça. L'actualité de ces derniers mois est majoritairement marquée par la crise du Covid-19, virus qui a été transmis de l'animal à l'homme. On est obligé de repenser, quand on voit l'épidémie qu'on est en train de traverser, nos modes de consommation? Alors je pense que oui, c'est essentiel parce que ces zoonoses, donc ces maladies intransmissibles animaux-hommes, sont une vraie bombe à retardement. Et en fait, le Covid en est une des manifestations. On voit aujourd'hui que les élevages aussi servent d'amplificateurs. On a eu les problèmes dans les abattoirs, mais aussi dans les élevages aujourd'hui avec les élevages de visons aux Pays-Bas, où on développe d'autres versions du Covid. Donc effectivement, c'est essentiel et de manière générale, pour réduire les risques associés à ces zoonoses, il faut réduire la taille des élevages, réduire ces élevages intensifs, où il y a une très grande proximité physique, il y a aussi une très grande proximité génétique, donc il y a beaucoup de facteurs pour le développement de ces zoonoses. Et donc ça passe aussi ici par la réduction de viande en fait dans l'assiette. Alors on le voyait tout à l'heure, la France a pris un certain nombre de mesures en faveur du bien-être animal. On va écouter maintenant les interrogations d'Amadeus. Je voulais vous faire 3 retours sur les récentes annonces de la ministre de la Transition écologique. La première, c'est qu'en 2017, Ségolène Royal avait déjà fait un arrêté contre les delphinariums et ça avait été cassé.
Est-ce qu'on ne va pas avoir la même chose? La deuxième, c'est qu'on a une interdiction de l'élevage de fourrure de vison, mais on peut en importer et on peut en commercialiser. Est-ce que c'est pas hypocrite d'interdire quelque chose qu'on peut importer? Et la troisième, c'est que pour les cirques, c'est interdit pour les animaux sauvages en itinérance, mais pour les camélidés comme les chameaux, les dromadaires, c'est autorisé. Est-ce que tout ça, c'est pas assez faible, assez timoré par rapport à la volonté de la population française? Merci à vous l'équipe. Est-ce que c'est pas assez faible, Sébastien Arsac? Est-ce que vous êtes d'accord avec Amadeus? Je suis obligé de le rejoindre. Si on regarde, en 2017, Emmanuel Macron avait promis aussi, s'était engagé à arrêter l'élevage en poule des cages en 2022. On n'en entend plus du tout parler aujourd'hui. Le problème, alors pour ce qui est des animaux d'élevage, c'est que toute la question du bien-être animal, en fait, est sous l'égide du ministre de l'Agriculture. Et que tant que le ministre de l'Agriculture s'occupera de ces questions-là, on ne pourra pas avancer. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a un jeu qui se joue au niveau politique entre notamment le syndicat agricole, la FNSEA, qui défend un modèle d'élevage très productiviste, et la population. Et on l'a encore vu dans une séance dernièrement, en débat à l'Assemblée nationale, où on a d'un côté les Français qui sont 8 ou 9 sur 10 à être opposés à l'élevage intensif, ou aux chasses les plus cruelles. Enfin voilà, il y a vraiment une écrasante majorité de Français, et les députés ne sont pas du tout à l'image de la population française. Et donc c'est pour ça que ça a du mal à avancer, que ce soit sur l'élevage, sur la chasse, même sur la corrida, enfin des sujets qui sont simples. Et là, même si on a vu sur la fourrure, il n'y a pas de quoi crier cocorico, même si on interdit l'élevage de fourrure, c'est 4 élevages de fourrure, alors qu'il y a d'autres pays qui avaient des centaines d'élevages et qui ont pris la mesure d'interdire l'élevage pour la vie. Justement, Romain Espinosa, il reste beaucoup de chemin à faire en France. Alors sur la question animale, oui, c'est vrai que je rejoins en partie ce qui a été dit. Alors avec une petite note d'optimisme quand même, parce que le discours de Barbara Pompili, donc on voit vraiment qu'il y a une tension ici entre écologie et agriculture, marque quand même un changement. C'est-à-dire qu'elle acte un tournant de la part du gouvernement, on espère, on y croit, avec des mots assez forts, qui reconnaît l'intérêt de l'animal sauvage en tant qu'intérêt propre. Donc il y a vraiment de quoi construire dessus. Donc c'est une belle promesse. Alors c'est vrai que le gouvernement commence par des choses peut-être les plus faciles et qui concernent le moins d'animaux, c'est-à-dire les animaux sauvages dans les cirques, les delphinariums, bien finalement il y a très peu de dauphins encore. Donc on commence par les choses les plus faciles, mais effectivement c'est un mouvement à amplifier. Et quid bien sûr des promesses gouvernementales de l'année dernière, donc c'était le gouvernement précédent, mais je pense que c'est là-dessus que les Français attendent le gouvernement en termes de bien-être animal. Et Yohann Delavigne, comment s'explique ce retard de la France sur la question du bien-être animal dans l'histoire ? Alors je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, culturellement, les Français n'ont jamais été très branchés sur la nature. Les Anglo-Saxons ont toujours été beaucoup plus en avance que nous. Il y a même des textes de gens comme Balzac qui dit « Je suis allé en Angleterre, ils nourrissent les cygnes, ils sont très étranges ces gens, etc. » Donc il y a des sociologues qui ont étudié ça. Donc par rapport à des pays anglo-saxons ou nordiques, on est toujours un petit peu en retard là-dessus. Et les animaux, là où ils n'ont pas de chance, c'est qu'ils ont des gros lobbying puissants. Donc en effet, la FNSEA, mais n'oubliez pas le lobbying de la chimie. Parce que la chimie, avec tous les médicaments qu'on donne, etc., dans les stabulations, c'est très intéressant pour eux. Ils ont le lobbying de la chasse qui est hyper puissant depuis toujours. Et donc, c'est très compliqué de lutter contre ça. Mais je suis assez d'accord avec vous. Je pense que la population française a extrêmement bougé. D'abord grâce aux jeunes. Je pense que chez les jeunes, il y a quand même une vraie sensibilité à la souffrance. Et puis grâce à l'influence anglo-saxonne. Donc je pense quand même qu'on est quand même dans un tournant. Et que les choses vont changer très lentement, mais c'est en train de changer quand même. Alors on le sait, on est dans une région agricole, nous avons beaucoup d'élevage intensif en Bretagne. Comment trouver le bon équilibre, à savoir continuer leur activité aux agriculteurs tout en préservant, dans le respect, le bien-être animal? C'est l'équilibre impossible presque, vous direz? Non, pas impossible. Je pense que ça demande de la bonne volonté de la part et des politiques et du milieu de l'élevage. Mais c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les Français ne veulent pas renoncer à la viande tout simplement. Mais ce que veulent les Français, c'est plus de bien-être animal. Donc ça passe en partie par une refonte du système d'aide pour favoriser le développement. Ça passe aussi par l'interdiction des fermes qu'on appelle les fermes-usines. Précédemment, il y avait des restrictions plus fortes sur la taille des élevages qui ont été, hélas, assouplies.
Donc non, je pense qu'il y a beaucoup de mesures possibles, comme améliorer la litière des animaux, comme donner un accès en plein air, comme arrêter l'élevage en cage, etc. Donc ça ne veut pas dire la fin de la filière, ça veut juste dire faire des progrès pour ce qu'attend le consommateur finalement. Comment on travaille main dans la main? Il y a des leviers qui sont aussi très intéressants, qui sont un peu indirects. C'est-à-dire que l'agroalimentaire aujourd'hui a sa part de responsabilité. Nous, en tant que consommateurs, les éleveurs, mais les éleveurs, il faut voir qu'ils sont un peu entre le marteau et l'enclume. Les éleveurs, ils ont entre 200 et 300 000 euros en moyenne de taux d'endettement. Et dès qu'il y en a un qui s'exprime pour changer de modèle, on lui tape dessus, quoi. Et par contre, l'agroalimentaire, si l'agroalimentaire décide, par exemple, de ne plus vendre d'œufs de poules en cage, la filière sera obligée un peu mécaniquement de s'adapter. Et là, en ce moment, on est sur... L'idée, c'est un peu d'éliminer les pires élevages, les conditions d'élevage dans les animaux. En ce moment, par exemple, nous, on a une campagne pour demander à Domino's Pizza, qui se fournit en poulets qui proviennent du Brésil, d'élevage intensif, de s'engager à se fournir auprès d'élevages qui donnent des meilleures conditions de vie aux animaux. Et je pense que là, on a un vrai levier qui fera que les filières seront obligées de s'adapter à cette nouvelle demande. Parce que les éleveurs tout seuls, j'ai peur qu'en fait, ils n'aient pas les moyens aujourd'hui, ne serait-ce que politiques, économiques, de mettre une pression pour changer les modes d'élevage. Chacun doit y mettre son sien. Vaste sujet. Malheureusement, notre temps est écoulé. J'avais un nombre incalculable de questions. En tout cas, sachez depuis chez vous que la SPA a lancé une grande campagne, une pétition intitulée Stop Animal Objet. Pétition qui demande notamment l'interdiction de la vente d'animaux en animalerie et l'encadrement strict des annonces en ligne. Plus de 125 000 personnes ont déjà signé cette pétition. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet. Merci Romain Espinoza, Sébastien Arsac et Yolène Delabine, tous les trois pour cet échange très instructif. Yolène, on aura le plaisir de vous retrouver tout à l'heure. Vous allez nous parler de méditation équine. Allez, médiation équine. Médiation, pardon. Mais bon, ça peut faire de la méditation aussi. C'est pas mal. On passe maintenant à notre volet emploi. Vous le savez, cette saison se mobilise à vos côtés dans le secteur de l'emploi pour vous accompagner dans cette crise sanitaire inédite que nous traversons. Coup de projecteur ce matin sur le métier de plombier. Voici le portrait de Mona. Je dégomme celui-là. Ouais. Celui-là, on le garde pour l'instant. Ouais, on fait tomber ça. Ouais. Ok, bon, il faut la disqueuse. Je suis Mona Lalanne et je suis plombière chauffagiste. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur du textile. Je me suis réorientée et j'ai passé un CAP d'installatrice sanitaire et thermique. C'est certainement la première fois que j'ai apprécié d'aller à l'école. Mon père m'a dit « C'est bien ma fille, tu vas apprendre un vrai métier ». J'ai toujours essayé en fait de bricoler ce que je pouvais bricoler par moi-même, mais c'était pas non plus. Enfin, je me suis jamais dit waouh, j'adore tout ce qui est manuel, hein, pas du tout. La plomberie, ça a réellement été parce que je voulais être indépendante et que je voulais avoir ma propre structure. Bonjour. Bonjour. C'est une autre fille encore? Encore. Vous êtes combien? On est. J'ai déjà vu au moins deux. Oui, c'est ça, mais là il y en a une troisième. Oh la vache. Bah, c'est bien, ça change. Ouais. Ça éveille la curiosité, forcément parce qu'on est des femmes. Après, les retours sont toujours très positifs. Aujourd'hui, quand on arrive sur un problème, sur un dépannage et où on ne comprend pas ce qui ne va pas, pour le coup, c'est assez grisant pour nous parce que ça nous demande un peu de jugeote et puis d'investigation. Si on le casse comme ça, de ce côté-là... Ça, j'ai bien compris. Bah, vas-y. La seule différence, on va dire, c'est qu'une femme dans le bâtiment n'a pas vraiment droit à l'erreur. La femme est toujours amenée à devoir prouver qu'elle a sa place là où elle se trouve. Mais ça, je peux le dégommer plus. Bah, vas-y. J'ai pas énormément douté, surtout pas sur des capacités physiques. Pourtant, je suis hyper menue. Voilà. Quand on a commencé à monter 3 étages, on était essoufflés. Aujourd'hui, on monte facile les 6 étages sans ascenseur. Donc oui, c'est fatigant physiquement, mais en même temps, ça nous permet de maintenir une certaine forme corporelle. Alors aujourd'hui, je dis waouh, c'est cool d'être sa propre patronne. Je dis waouh, c'est dur de travailler dans le bâtiment, mais c'est une super expérience. Aujourd'hui, je suis pas prête de quitter la plomberie, non. La plomberie, ça a réellement été parce que je voulais être indépendante et que je voulais avoir ma propre structure. Voilà pour ce portrait. On poursuit la discussion avec vous, Charlotte Brelivet, conseillère Pôle emploi à Landerneau. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle souvent de plombier au masculin. Les femmes sont rarissimes dans le métier?
On en voit, voilà, c'est vrai qu'on en voit moins. Le plombier, on pense tout de suite à un métier plus masculin, beaucoup dans le BTP. C'est vrai que là, le portrait de Mona, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Quelles sont les principales missions dans le métier ? Les missions, on pense tout de suite, quand on parle plombier, on pense fuite d'eau, mais ils interviennent aussi pour tout ce qui est installation d'appareils, donc des chauffe-eau, appareils ménagers, des chaudières, tout ce qui va être aussi panneaux solaires, jacuzzi. Et comme on le voit dans le reportage, ils sont amenés aussi à casser des murs pour passer des tuyauteries, reboucher, de la soudure. Donc c'est vraiment très varié et ça demande beaucoup de compétences. Quelles sont les formations qui existent pour exercer le métier ? Alors, ce qui est très bien pour quelqu'un qui voudrait devenir plombier, c'est qu'il y a une multitude de formations et ça s'ouvre dès la 3e, donc avec un niveau CAP. On a aussi des formations bac plus 2, et il existe aussi des habilitations complémentaires par la suite pour les plombiers qui souhaiteraient diversifier leurs services. Donc, c'est vraiment ouvert à tout public. Alors, comme le disait Mona, il faut avoir une bonne condition physique. Quelles sont les autres qualités humaines requises ? Effectivement, la bonne condition physique parce qu'il y a de l'apport de charge. Je dirais également de la disponibilité parce que c'est vrai qu'on pense plombier, fuite d'eau, on rentre chez soi à 19h, on voit qu'il y a une fuite, on appelle le plombier, donc il faut être disponible. Et justement, je dirais le contact humain. On a vu que le plombier travaille avec différents corps de métier, il peut travailler dans une équipe et puis il va aussi à la clientèle faire des devis, de la facturation, donc il faut aimer aussi cette approche clientèle. Est-ce que c'est un secteur qui recrute en Bretagne ? Alors, comme dans tout le BTP second œuvre, ça recrute. Donc, j'ai regardé là pour vous dire à peu près en Bretagne, sur le site de pôle emploi.fr, on a à peu près 800 offres d'emploi sur des métiers de plombier, plombière. Donc, c'est un secteur très dynamique où une personne n'aura pas de mal à trouver. Je précise quand même que la plupart des offres, ce sont des offres en intérim. Historiquement, le secteur du bâtiment passe en intérim et peut-être plus encore en ce moment avec des incertitudes sur la durée des contrats. Mais l'intérim aboutit aussi sur des CDD et des CDI. Et quels sont les salaires dans la profession ? Généralement, on commence au SMIC. Et en fin de carrière, pour quelqu'un qui est salarié, on compte 2500 €. Et pour une personne qui est installée à son compte, alors là, c'est beaucoup plus large. On a une grande fourchette. On est aux alentours de 3 000 à 5 000 €. Donc voilà, c'est une grosse fourchette. Si comme Mona, certains envisagent une reconversion, un dernier conseil ? Pour des personnes qui envisagent une reconversion, effectivement, pensez à aller sur le site labonneformation.fr. En tapant dans un moteur de recherche, vous retrouvez. Il existe une centaine de formations. Comme j'ai dit, c'est dès le niveau CAP. Et puis, pour financer ces formations, pensez aussi au CPF, donc le compte personnel de formation. Donc ça, c'est sur le site emploi.gouv.fr. Et ça peut vous payer toute ou partie de la formation en plomberie, chauffagiste, par exemple. Merci beaucoup Charlotte pour toutes ces précisions. À la prochaine. Et pour les chercheurs d'emploi de plus de 50 ans, vous vous êtes certainement déjà posé cette question. Faut-il être actif sur les réseaux sociaux ? Arthur Pertigoz nous répond. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Chercheur d'emploi à 50 ans, faut-il être actif sur les réseaux sociaux ? Si vous n'êtes pas sur un réseau professionnel comme LinkedIn ou Viadeo, il y a 3 bonnes raisons de s'y mettre. D'abord, pour entretenir des relations utiles pour votre recherche, avec votre réseau d'anciens collègues, clients, collaborateurs ou fournisseurs. Ensuite, vous pouvez nouer des contacts avec de potentiels recruteurs. Ils verront sur votre page votre solide carnet d'adresses, et ça, c'est un atout. Enfin, sur le réseau, vous suivez l'actualité de votre secteur, vous restez dans le coup. Mieux, vous commentez, vous partagez des informations, bref, vous présentez une image dynamique. Être actif, c'est se maintenir dans l'air du temps, activer son réseau, et trouver de nouvelles offres. Ça vaut le coup, non ? Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Allez, on marque une pause, on part retrouver Evan à Torigné-Fouillard. Alors Evan, la cueillette, elle est bonne ? Regarde, franchement, la bourrette, elle est quasiment pleine. Non, mais plus sérieusement, j'écoutais vos discussions par rapport au bien-être animal. Je peux vous dire qu'ici, les légumes à la cueillette, eux, ils sont cajolés. Hop, je me gare, tac, tac, tac. Alors Jean-Claude, la bourrette, c'est un peu le véhicule officiel de la cueillette.
Ah oui, on en a vraiment besoin pour pouvoir se promener dans toute la cueillette et découvrir tout ce qu'on peut offrir. C'est ce qui fait le charme aussi de venir ici. D'ailleurs, je rappelle que pendant cette période de confinement, vous pouvez venir dans les cueillettes, hein, c'est autorisé, il faut cocher la case course, voilà, on fait ses courses. Et d'ailleurs, nous, on va faire nos courses puisqu'en ce moment, on est en pleine saison du kiwi. La saison du kiwi, elle dure pas longtemps. Hein. Ça dure 15 jours, 3 semaines et ça démarre à peu près fin octobre pour se terminer quand les premières gelées vont s'installer. Alors justement, approchez-vous un petit peu pour voir ces beaux kiwis. Comment est-ce qu'on peut savoir s'ils sont bien mûrs? Eh bien, pour savoir s'ils sont bien mûrs, on va prélever un kiwi et on va mesurer le taux de sucre. C'est-à-dire qu'on va prendre le kiwi, on va ouvrir. Et tous les clients ne font pas ça quand même. Eh non, mais moi je le fais pour leur dire si c'est effectivement le moment de cueillir. Et donc on va récupérer un peu de jus qu'on mettra sur un appareil pour pouvoir mesurer le taux de sucre. Et donc à partir d'un certain stade, on pourra considérer qu'ils sont bons. Et ils sont fermes quand on les cueille. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment qu'ils ne sont pas mûrs. En fait, c'est à ce stade-là qu'il faut les cueillir, de façon à pouvoir les conserver chez soi facilement. Donc là, je le cueille aujourd'hui, je ne peux pas forcément le manger demain matin. Non, ça c'est pas possible. Et je le conserve combien de temps alors? Alors là, il sera possible de le conserver plusieurs mois, soit effectivement tranquillement au frais chez soi, ou alors dans son réfrigérateur si on a un peu de place. Et on sortira régulièrement la quantité de kiwi dont on a besoin pour la semaine, qu'on va mettre avec des pommes, de façon à pouvoir... Alors naturellement, ils vont gagner en maturité, et si effectivement au début on n'a pas encore le bon stade, on pourra les mettre avec des pommes. Pour faire une salade de fruits? Et non, et très rapidement, ils vont pouvoir mûrir plus rapidement. Ah, mais avec les pommes? Oui, parce que la pomme dégage un gaz qu'on appelle l'éthylène, et effectivement qui accélère la maturité du kiwi. Ah dingue, je savais pas, ça, on en apprend des choses. Et au niveau du prix, est-ce que c'est moins cher que des kiwis en grande surface par exemple? Oui, très largement. Puisque effectivement ici, on va avoir le kiwi à 2,50 € le kilo. Ça veut dire que la pièce, sur le calibre qu'ils ont là, va être à peu près de l'ordre de 20 à 25 centimes le kiwi. Donc il est très très nettement en dessous de ce qu'on peut trouver. Bon à ce prix-là, tu peux m'en mettre un dans ma boîte. Je suis plus à ça près. J'aimerais qu'on parle aussi de ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Il y a un filet qui permet de protéger les arbres de la grêle. Oui. Donc effectivement, c'est un filet qu'on étale au printemps de façon à protéger les kiwis qui sont très sensibles à la grêle. Et on va effectivement, grâce à ce dispositif, les protéger de ces dégâts. Des intempéries. Ouais. Super, ok, bah écoute, je pense qu'on va aussi aller maintenant dans le petit magasin qui est juste à côté, parce que toute l'année, même si la cueillette n'est pas forcément ouverte tout le temps, on peut aussi aller acheter des produits de la cueillette au petit magasin d'à côté, et vous allez voir qu'il y a aussi plein de variétés de pommes, il y a une quinzaine de pommes. Ah mais j'oubliais, avant qu'on se quitte, comment on appelle un arbre à kiwi? On appelle ça un actinidia. Et pas un kiwitier. Ah bah voilà, tu vois, on parlait de devenir apprenti maraîcher, j'apprends Anne-Chanteuse. Il y a encore des progrès à faire. On apprend en tout cas plein de choses à vos côtés. À tout à l'heure les garçons. On passe maintenant à notre belle histoire du jour, Yolène. On reste dans le thème de nos animaux, les bêtes. Vous nous parlez de médiation animale et non de méditation. On est bien d'accord. Alors avec Catherine Mercier qu'on voit, elle est à Montauban de Bretagne. Et en fait, elle est psychologue, clinicienne et psychothérapeute et elle travaille depuis 25 ans dans le milieu pénitentiaire, dans des prisons, etc. Et elle est folle de chevaux. Elle a un élevage de pur sang arabe. C'est pas n'importe quel chevaux. Et du coup, elle a allié ces deux passions en faisant de la médiation équine. C'est-à-dire quand le cheval, par son intelligence, notamment émotionnelle, par son côté très calme, etc., va aider les humains à gérer leur violence. Mais je pense que Catherine Mercier... Justement, Catherine Mercier est avec nous. Voilà. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors vous êtes avec qui là déjà? Qui est cette belle jument? Arzélène, qui est effectivement une jument pur sang arabe, voilà, de 17 ans, et qui va avoir son premier poulain en juin prochain. D'accord. Alors, Catherine, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de la médiation équine? Alors, la médiation équine ou la médiation animale dans un sens plus large, c'est la mise en relation intentionnelle entre un animal et un humain, au bénéfice de l'un et au bénéfice de l'autre aussi. Alors, le bénéfice de l'autre, si l'autre est l'animal, effectivement, c'est quelque chose qui va être plus peut-être du respect de son bien-être. En tout cas, moi, je considère que c'est de travailler avec des animaux qui ont envie de ça. Et lorsque je vais soit avec un particulier, par exemple, puisque je travaille effectivement en prison, mais pas que, je travaille aussi à domicile avec mes chevaux auprès de particuliers ou d'entreprises. Si je vais dans la pâture et que tel ou tel cheval n'a pas envie de venir, eh bien,
contact. Il ne viendra pas et il va s'occuper de vivre sa vie et un autre cheval va venir en fait prendre sa place. De toute façon, je crois que je n'ai jamais eu à déplorer un désistement de cheval, si je puis dire. Même en prison. Ils font pas grève. En tout cas, ils sont très mignons, hein, vos chevaux, là. Voilà, Petit câlin en direct, c'est sympa. Voilà. Alors là, effectivement, là, on a, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un peu de 6 chevaux. Il y a deux jeunes chevaux de 3 ans, des futures mamans. Et là, il y a mes juments aussi de prédilection un petit peu en médiation, sachant qu'il y a un autre troupeau aussi un autre endroit. Voilà. Et justement, Catherine, comment ça se passe une médiation avec un cheval? Alors, donc j'accueille quelqu'un qui vient à la maison pour une problématique peut-être, on va dire, de burn-out, tiens, pourquoi pas. Donc j'ai d'abord un entretien préalable avec la personne afin d'évaluer effectivement quel est son besoin, un petit peu aussi sa vision du monde. Et puis on va dans la pâture avec les chevaux. Et soit les chevaux viennent à la personne, soit une jument en particulier va venir à la personne, soit elle va porter son attention sur une jument. Mais en règle générale, ce que je constate depuis maintenant 2008, que je pratique de la médiation avec les chevaux, c'est que pour un humain en particulier, un cheval va avoir une mission particulière. Alors ça peut paraître un petit peu peut-être ésotérique, ou en tout cas c'est un constat vraiment que je fais. Parce Ce que je vous m'aperçois expliquez, c'est que chacun de vos chevaux a un caractère particulier. Alors, je ne sais pas si c'est tant le caractère que le caractère, mais aussi la finesse de perception. Et certaines de mes juments, dont Zaya, là, que vous voyez, la jument grise, est d'une finesse absolument extraordinaire en termes d'émotions profondes. Donc, elle va venir travailler vraiment sur les émotions de la peur, sur des petites choses tout en nuances. Et vous avez, par exemple, Herminie, qui est à côté d'elle, la jument alezan brûlée, la jument marron foncé, qui, elle, va être un peu plus à bousculer, à vraiment faire sortir un petit peu les gens, entre guillemets, de leur confort. Et du coup, va aussi leur faire prendre conscience d'autres choses. Et parfois, même, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont venir se relayer les unes les autres pour apporter quelque chose et pour clore aussi une séance. Et ça, je l'ai observé aussi en prison, soit lorsque je vais en prison, soit lorsque, effectivement, les détenus sont amenés, les personnes détenues sont amenées à sortir sous forme de permission de sortir sur des programmes bien structurés. Là, effectivement, chaque cheval va avoir sa mission. Merci beaucoup Catherine, merci. On a encore beaucoup à apprendre de nos animaux, les bêtes, comme c'est fou. Merci encore à vous et merci à toi Yolène d'avoir été avec nous. Avant de retrouver Evan, petit détour dans notre boîte à idées. Après l'amour des bêtes, on stimule votre fibre solidaire. Regardez. À force d'acheter en magasin, on a perdu le lien avec les paysans. Et si on participait à une AMAP ? Participer à une AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, c'est créer un lien direct avec un agriculteur respectueux de l'environnement et proche de votre domicile qui fournit chaque semaine une partie de sa production aux adhérents de l'association. De leur côté, les membres de l'AMAP s'engagent à préacheter en début de saison une partie des récoltes pour une durée de 6 mois à 1 an. Que des produits de saison. Cet engagement procure une vraie sécurité de revenus à l'agriculteur. Chaque adhérent s'implique dans le fonctionnement de l'AMAP et participe à des activités communes, comme par exemple tenir bénévolement le point de vente hebdomadaire. Sodé a créé une AMAP, elle nous explique pourquoi. Parce que ça permet de créer du lien social entre ses voisins, ses amis, autour d'un projet alimentaire, ce qui concerne tout le monde, plusieurs fois par jour. Ça permet de créer un rapport direct, sans intermédiaire, avec un producteur, une productrice, et ça permet de savoir ce qu'on mange, d'où ça vient, par qui c'est produit. Ça permet de garantir à la personne qui produit un revenu décent, correct et juste pour le travail énorme qui est fourni. Et ça respecte l'environnement et la terre, puisque ça respecte les cahiers des charges bio, et souvent ça va bien au-delà aussi. Donc c'est vraiment vertueux à plusieurs titres. Alors vous aussi devenez un consommateur et participez à une AMAP. C'est bon et c'est bien.
Voilà pour notre idée du jour. C'est l'heure maintenant de retrouver Evan. Nous, on est à fond en mode consommateur à la cueillette de Torigné. Anne Fantet, petit test pour toi. Est-ce que tu sais ce que... Ah mince, je t'ai donné la réponse, je suis nul. Est-ce que tu connais la Jonagorède? Tu fais rire tout le monde c'est sur le une plateau. pomme, mais je me suis grillé tout seul, n'importe quoi. Alors, l'avantage, c'est que ici, à la cueillette de Torigné, il y a plus d'une quinzaine de pommes. Et Jean-Claude, tu vas nous en parler. C'est vraiment aussi une de vos volontés en tant que cueillette, c'est d'éduquer au goût. Oui, alors effectivement, c'est un peu notre identité d'avoir une palette de pommes qui va permettre de satisfaire vraiment, effectivement, tous les goûts. Alors, par exemple, tu nous as préparé un petit assortiment de pommes. Voilà, maintenant, on a compris de quoi on parle, il n'y a plus de surprise. Quelle pomme pour quel usage? Par exemple, si je veux faire une tarte aux pommes. Alors d'abord, toutes les pommes sont bonnes à croquer. Ce sont des pommes de table qui auront des saveurs différentes, qui seront sucrées, acidulées, plus douces. Mais on va effectivement, en fonction de leurs particularités, avoir des usages différents. Donc j'ai sélectionné une pomme qui est la pomme Elstar, donc qui est une pomme qu'on trouve très régulièrement dans la région et qui est vraiment une pomme agréable pour tous, pour les enfants, qui est sucrée, qui est acidulée. Et c'est vraiment une pomme qu'on va trouver jusqu'au mois de janvier-février chez nous et qui est vraiment excellente et qui ravit absolument tout le monde. Dans un autre registre, j'ai sélectionné une belle de Boscop. Donc ça, c'est une pomme, une variété dite ancienne et qui, elle, dont l'usage sera plutôt pour faire des compotes et qui sera plus acidulée, mais également très agréable. Et une dernière, peut-être, pour la route? Pour les amoureux de la pâtisserie, une pomme qui est très tendre, qui est la Belchar, et avec laquelle on pourra faire effectivement une tarte à thym ou des gâteaux, et qui est vraiment exceptionnelle. Et puis une dernière. Ah, une dernière, on l'arrête plus. Et une dernière, rapidement, parce que ça aurait été dommage en Bretagne de ne pas parler de la rainette d'Armorique. Ah bah oui. Donc effectivement, ça c'est une pomme avec laquelle on va faire des pommes au four, on va pouvoir aussi faire des compotes, et puis bien entendu, on pourra la croquer délicieusement. Et toi, tu fais aussi du jus de pomme, et puis dans ce magasin qui, je le rappelle, est ouvert toute l'année, tu proposes également des produits de producteurs du coin. Alors, des produits que l'on fait chez nous, et puis également des produits qui viennent de producteurs locaux. On aura la volaille qui viendra de Gonnet, la charcuterie qui vient de Saint-Didier à côté de Châteaubourg, vraiment donc des collègues que l'on connaît et depuis très très longtemps et chez qui on vient chercher leurs bons produits. Bon bah n'hésitez pas à venir faire un tour et puis avant de se quitter, Jean-Claude, j'imagine qu'en hiver on ne se repose pas dans une cueillette, il y a du boulot pour préparer la saison. Eh bien, à peine terminée effectivement cette saison, on est déjà en train de préparer la suivante en installant des petits pois, des fèves, on ne chôme pas. Tu travailles aussi justement avec des légumes un peu originaux qu'on ne trouve pas forcément partout dans les cueillettes. Il y a de la patate douce, il y a des radis noirs. C'est vrai, en patate douce, radis noirs, du panais. Donc on a effectivement, c'est marginal à côté de tout ce que l'on peut faire, mais on essaye de satisfaire tous les appétits. Et puis dans une cueillette chapeau de paille, ce qui est super aussi, c'est qu'on peut cueillir des fleurs. Voilà, c'était la petite anecdote, je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Ça donne l'eau à la bouche. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour découvrir encore de belles initiatives sur notre territoire. D'ici là, portez-vous bien. Tu penseras à nous prendre un petit panier quand même, Evan? Ah oui, allez, mais j'ai plus de place dans la voiture, j'ai déjà pris tellement de trucs. Quelle excuse. Allez, merci beaucoup, Evan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne.